bandeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai lisusu à travers chaîne na ngai diaspora na biso moko lelo na ye lisusu kobeta sete na likambo moko namonaki ezali vraiment na ntina ezali vraiment important na betela yango sete oyo etangami bongo bacondition existentielle ya biso bacongolais oyo tobengi bien bocongolité na biso oyo ekomi vraiment eloko moko rare donc oyo bacondition oyo ezalaka ya malamu na ntango ya kala tozo komona yango susu te eza na kati ya carence ezomona su te donc bato bakomi mitema mabe bato bakomi kaka na ndenge wana donc lelo nalingaka nabeta sete na oyo etali bongo condition existentielle ya biso bapeuple congolais na bapeuple bantu bisika nyonso tozwami. En tout cas, j'ai trouvé vraiment important en fait qu'on puisse insister sur le sujet d'aujourd'hui, les conditions existentielles du peuple congolais et des peuples bantous et des peuples africains dans son ensemble. Mais je n'ai pas voulu aller loin, je me suis vraiment ressourcé à travers mon livre que j'avais sorti il y a 3 ans passés ou 4 ans, si ma mémoire est bonne. Livre on a comme on a dit la RDC, centre de départ de la libération de l'Afrique entière. On peut dire aussi que c'est la terre de la libération entière du monde entier, parce que moi je définis mon pays comme étant la matrice mondiale de développement, d'où viennent ou d'où jaillissent tout ce que vous avez aujourd'hui comme minéraux. Vous avez le coltan, vous avez la cassiterite, vous avez le bois, vous avez pas mal de minéraux du sol et du sous-sol qui viennent de mon pays. Alors moi je qualifie mon pays étant comme une matrice mondiale du développement. D'autres langues ou d'autres journalistes vont dire que non, bon, c'est la capitale mondiale du viol. Je ne refuse pas, c'est leur point de vue. Mais moi, j'ai aussi un autre point de vue à mettre concernant mon pays qui est la matrice mondiale du développement et la capitale même mondiale du développement aussi, parce que tout ce que nous voyons ici comme richesse ou comme minéraux qu'on utilise dans l'aéronautique, dans l'électronique à travers le monde entier, tous ces minéraux-là ne viennent que de mon pays qui est la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment aberrant, et c'est même difficile de dire que mon pays doit être qualifié d'étant un pays pauvre. C'est un pays riche, mais nous n'avons pas vraiment de bons dirigeants. Ce que nous pouvons dire, c'est ça. Nous n'avons pas vraiment de bons dirigeants, nous avons seulement des aventuriers qui viennent là pour voler, qui viennent là seulement pour s'enrichir, enrichir leurs membres de famille, mais le reste de la population ou l'intérêt général, ils ne sont pas là. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vraiment insister sur les conditions existentielles des peuples congolais que nous représentons et des peuples africains, des peuples bantous que nous représentons à travers le livre RDC, centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Je n'ai pas voulu aller loin, je me suis tout simplement limité au niveau du chapitre 5. Et à partir du chapitre 5, j'ai voulu me ressourcer du dernier discours qu'avait prononcé l'héros national Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960 lors de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. C'était le jour où on avait proclamé notre pays comme étant indépendant. Indépendant politiquement, je dirais, peut-être, mais économiquement, nous ne sommes pas toujours indépendants. Nous sommes toujours sous la colonie de la communauté internationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu un peu marteler là-dessus concernant les conditions existentielles des peuples que nous représentons, des peuples congolais, des peuples africains, de l'humanité que nous représentons, qui sont en fait menacés ou qui sont en menace. Voilà pourquoi j'ai voulu aller rapidement en besoin pour vous parler de ces conditions existentielles du peuple congolais que je trouve vraiment important qu'on puisse vraiment insister à tous les jours. On ne peut pas laisser pour compte les conditions combien difficiles qu'est en train de traverser
notre pays. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister là-dessus à travers le discours qu'avait prononcé le héros national Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960 lors de notre pays, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance. Patrice Emery Lumumba avait dit lors de son discours du 30 juin 1960, je cite, « Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. » Fin de citation. En tout cas, ce discours, à travers le paragraphe que je viens de vous lire, nous révèle vraiment le souci qu'avait le Patrice Emery Lumumba, héros national, à cette époque-là, qui est toujours d'actualité, ce discours, parce qu'à chaque fois, c'est comme si on revenait toujours en arrière, et que les exigences qu'il avait faites au niveau du palais de la Nation du 30 juin 1960, en tout cas, sont toujours d'actualité. Toutes ces revendications sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui et vous faire voir que c'est toujours d'actualité. Vraiment, c'est toujours d'actualité et que nous devons faire un effort, nous en tant que patriotes, nous en tant que Congolais d'origine, nous devons faire un effort de faire en sorte que nous puissions nous battre pour des lendemains meilleurs, pour que nous puissions avoir vraiment un environnement sain et que nous puissions bénéficier réellement des richesses de notre pays. Il avait à cette époque paraphrasé, je pourrais dire, paraphrasé ainsi la déclaration sur le droit des peuples autochtones adoptée en septembre, le 13 septembre 1960, qui est la déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il avait vraiment paraphrasé vraiment comme destin, je dirais, que vraiment nous devrions vraiment faire un effort pour vraiment faire en sorte que nous puissions avoir des conditions meilleures. Donc il avait vraiment paragraphe cette déclaration-là. Si nous regardons à travers le paragraphe, à travers ce paragraphe-là, et si nous comparons par rapport à la déclaration sur le droit des peuples autochtones dans leur chapitre 6 et 8, je vais rapidement aller en besogne pour vous dire tout ce que dit les articles 7 et 8. Les articles 7 disent ceci, je vais aller rapidement en besogne. Les autochtones ou les peuples autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. Les peuples autochtones ont droit à titre collectif, si je me fais bien entendre, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuple distinct et ne font l'objet d'aucun acte de génocide, ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre groupe. Et enfin, l'article 8 dit encore long, les autochtones, les peuples autochtones, individus, peuples, ont droit de ne pas subir d'assimilation forcée
ou la destruction de leur culture. La destruction de leur culture. Donc c'est que là on peut dire, ça c'est le point 1 qui dit ça. Le point 2 dit, les États doivent mettre en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant à tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur dignité, de leur intégrité en tant que peuple distinct et ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique. B. Tout acte ayant pour but ou pour effet de déposséder de les déposséder de leurs terres, territoires et ressources. C. Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits. D. Toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée. Et toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter. Voilà, je n'ai pas voulu être trop loin, mais j'ai voulu vraiment insister sur ce point ici. Donc l'article 8 surtout, qui dit que le peuple autochtone, les autochtones peuples et individus ont droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Ce que nous pouvons définir comme étant l'ethnocide. L'ethnocide, très chers amis. L'ethnocide qui est donc la destruction de l'identité culturelle d'un groupe. Donc, l'ethnocide est la conséquence d'un changement économique ou social progressif ou d'une politique d'État. En cela, ce terme peut concerner un grand nombre d'exemples. On a qualifié d'ethnocide par exemple, si on regarde dans le dictionnaire Hachette, on dit quoi? On a qualifié d'ethnocide la culturation des Amérindiens ou des aborigènes d'Australie, les modifications profondes de la culture traditionnelle du Tibet en Chine, la russification des peuples premiers de Serbie, l'assimilation des Enous indonésiens contre l'animisme, l'arabisation des Berbères en Afrique du Nord, ou encore la tentative de Franco d'éradiquer les langues catalanes et basques dans les années 1930 en Espagne. Donc c'est ce que nous pouvons dire aussi, nous pouvons définir en quelque sorte l'ethnocide comme étant le génocide culturel. Donc tout ce qui est votre caractère à vous, c'est-à-dire votre congolité. Si nous regardons encore dans le dictionnaire Hachette, il dit quoi? Le génocide culturel, qui est l'ethnocide en quelque sorte, ça se définit comme étant, a été introduite ultérieurement à celle de génocide. Cette définition-là d'ethnocide. Son utilisation est controversée et recoupe le champ de l'ethnocide. Selon Jean-François Garot, d'aucuns ont dérivé de cette idée la notion de génocide culturel qui couvrirait des actes. Donc c'est ce qui couvrirait des actes commis délibérément dans l'intention d'empêcher les membres d'un groupe d'utiliser leur langue, de pratiquer leur religion ou d'avoir des activités culturelles, pratiquant ainsi une sorte d'élimination à petit feu, se déployant dans la durée. La notion demeure controversée et n'est généralement pas retenue dans le cours technique relatif au génocide. Donc, l'expression génocide culturel avait été utilisée par l'Organisation des Nations Unies dans un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones, comme je viens de vous le lire de vous le lire tout à l'heure, mais n'a finalement pas été retenu, étant remplacé par l'expression assimilation forcée. Donc quand on parle déjà d'assimilation forcée, dans des termes de droit, quand vous sentez déjà qu'on parle déjà d'assimilation forcée, vous devez rapidement vous référer par rapport à l'ethnocide, par rapport au génocide culturel. Toutefois, comme le dit le dictionnaire Hachette,
Ce concept de génocide culturel a connu de nombreux usages au sein des mouvements culturels et politiques de libération à partir des années 1970. Un exemple notamment est celui de l'emploi de l'expression par le mouvement afro-brésilien afin de dénoncer l'éradication des apports culturels africains dans la culture brésilienne à partir de 1978, date de la publication de l'ouvrage O Genocidio do Negro Brasileiro, le génocide du noir brésilien d'Indiens. Mais si nous remarquons, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, si nous regardons l'étymologie ou l'origine et l'évolution par rapport au temps actuel du terme ethnocide, nous pouvons dire que étymologiquement le mot ethnocide signifie en quelque sorte meurtre d'une ethnie. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de mon pays, là je veux parler en lingala. Par exemple, exemple ya mboka na biso, Congo ndenge eza wana. Exemple ndenge toutaki na Zaïre, tokoti na mbalakata na République démocratique du Congo. Tokoki koloba République démocratique du Congo en quelque sorte, mais ce n'est pas vraiment démocratique parce que démocratie ya malonga nanu evandi. Donc yango c'est mieux de prononcer Congo Kinshasa, c'est mieux. Donc soki toke na Congo Kinshasa, makambo ezali koleka kuna biso moni toza na plus de 400 ethnies, plus de 400 même. Plus de 400 ethnies. Et quand, si vous vous rappelez, banda époque ya Zaïre, tovivaki très bien en harmonie biso nyonso tuna ba ethnie wana. Jamais banda oyo ka mosakata alukeli muyombe problème. Oh muyomba alukeli muluba problème. Muluba alukeli soki chokwe problème, non. Nous vivions en toute tranquillité et na bolingo ezalaki vraiment tozaki bomoko. Banda omona ke non, bato banda olongwa même Katanga ba kosa na Équateur. Ainsi de suite, c'était comme ça. C'était comme ça, mais c'est à travers bateau et bapaya ou occupant ou elibiso culture yo nde omoni ke to komi to mwangani. Nde omoni désintégration ekoti to komi désintégré, to komi désuni, to komi na ba biloko moko kutu ezalaka te na tango akala. Donc yango ozomona ke étymologiquement parlant, le mot ethnocide ebandako signifier meurtre d'une ethnie. On a en 1944, tant apparaître déjà. Et comme synonyme, il y a génocide. Donc, génocide à cette époque-là, pour baya ko bundi sabine bana batala choko ne bavanda kuna kuna par exemple balu bande bavanda kuna ale. À cette époque-là déjà en 1944, guerre mondiale déjà. Vous avez guerre mondiale allez. Makambouane est déjà sous la plume de Raphaël Lemkin. Dans une note de son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe, gouvernance de l'axe en Europe occupée. Mais son sens change dans les années 70. Isaka en 1970, il a changé connotation avec la décolonisation. Donc la colonisation est aussi là, en toile de fond. Ainsi, l'ethnologue Robert Jolin est un des premiers à utiliser dans le sens d'acte de destruction d'une civilisation ou acte de décivilisation. Donc bayaki ko déciviliser biso. Ko déciviliser biso pendant la période coloniale la wana. Donc ba culture ezalaki nango, royaume Congo ezalaki na culture nango, royaume Kuba, royaume Lunda, c'est à travers la colonisation que tout a vraiment basculé. Tout a vraiment basculé là où on est venu soi-disant nous civiliser alors que nous étions déjà civilisés. Pour moi, les gens qui étaient déjà civilisés, pour être civilisés, on a culture archaïque, il y a pambala, disant ceci, faisant cela. Non, l'Afrique à l'époque vraiment était déjà civilisée, avec ses propres royaumes, avec ses propres cultures. Mais c'est la colonisation qui est venue tout abîmer, quoi. Donc, c'est comme explique aussi Georges Condaminas, fustige le comportement de l'année américaine au cours du discours inaugural Distinguished Lecture qu'il prononce à la session annuelle de l'American Anthropological Association de 1972 et utilise le terme d'ethnocide pour décrire la disparition des Mongars dans les montagnes du Sud. Donc, elo kwa liboso balabaki ethnocide. Donc, pour basi de sa culture, il y a des Indiens, il y a des occupants qui Amérique liboso, ou occupants qui Inde liboso, peuple nani.
peuple peuple marginalisé, tout ça, yango ne bayaki nango mpona baya komwangisa makambo nyonso. Donc wana ezali kaka na mokuse mpona betela bino masolo ya oyo etali makambo ya existence na biso, parce que soki totali bien na chapitre 6 na 7 oyo nauti kotangela bino ya charte ya badroit des peuples autochtones ebeti sete elobi le peuple autochtone doivent disposer de véritables moyens de contrôle sur leur existence. Donc bapeuple oyo babengi bango bakolo mabele autochtone, il faut pas azalaka na bapropre moyen ya bacontrôle ya mabele na bango, ndenge nini bakobalola mabele na bango, soit na bilanga, soit na kotonga bandako, ou soit na koleka ndenge nini ya kovaloriser yango. Elobi bien de préserver leur spécificité et identité culturelle. Donc ya kobatela spécificité na bango na identité culturelle na bango, et de vivre à l'abri des discriminations et des menaces de génocide, et d'avoir un accès protégé aux terres et aux ressources naturelles qui du reste sont essentielles pour leur bien-être et leur survie. Ezali clair et net, elobi yango clair. Donc bakolo mabele ou babengi bakolo bilangi, faut bazalaka na bamoyen wana bamécanisme wana ya koyeba ndenge nini ya kobatela mabele na bango, ya kotonga mabele na bango, ya kobongisa mabele na bango, parce que omoni baautochtone na mabele place bavandi bazala na mwa batachement moko balien moko boye ekoma neti mwa automatisme. eza lokola so yo sombi mutuka eza ya yo, donc yo moko oyebi ke maladi nini mutuka oyo eza nango, ou bien eloko nini problème nini oyo mutuka eza nango besoin, soit mafuta, soit essence, soit mai, ainsi de suite. Yo moko kaka okoyeba à travers kaka tango kovanda nango, tango balokumba yango, yo moko sentir que non, mutuka oyo eza na besoin ya mai, eza na besoin ya essence, eza na besoin ya mafuta, etc. etc. Donc yango nde na banda koloba peuple congolais. Donc ndenge tozali wana, une fois l'homme congolais ou la nation congolaise chef de son existentialisme, c'est-à-dire seul à être unique et maître non seulement de ses actes et de son destin, mais également pour le meilleur comme pour le pire des valeurs et des décisions qu'ils adoptent, d'être responsables et d'être là au devant de son vécu quotidien afin d'agir de par ses choix, définir lui-même le sens de sa vie en général, qui veut dire qu'il engage par tout ce qu'il fait toute l'humanité dans la voie qu'il a librement choisie. Mais avant tout, tout cela implique la liberté, car sans cette valeur incontournable, inaliénable, imprescriptible, rien ne peut être accessible, car ces deux notions sont étroitement liées au concept de droit, qui va nous amener à deux notions de réflexion, c'est-à-dire, premièrement, sur la capacité de choisir et de faire, et deuxièmement, d'autre part, comme questionnement sur l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire. Comme vous le savez, nous vivons l'ère du bouleversement des énergies et des ressources, et si nous voulons réellement que la RDC puisse devenir le centre de rayonnement, de départ de la libération de l'Afrique entière, il est important d'asseoir tous les types de libertés en place, à savoir la liberté individuelle, la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté de circulation, la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté économique, la liberté intracontractuelle, la liberté physique, etc., etc. Donc, c'est toute une panoplie de libertés que nous devons nous efforcer de mettre cela comme des valeurs incontournables tous les jours, dans nos jours, dans la quotidienneté du peuple congolais et des Congolais où qu'ils se trouvent. Ce sont des valeurs que nous devons partager, que nous devons développer. Voilà pourquoi je me dis que lorsque on peine à protéger notre population contre la violence et les atteintes aux droits humains depuis plus de 20 ans maintenant, du genre de crimes de droit international tels que des viols de masse et des meurtres
perpétrés d'une manière préoccupante, et lorsque l'impunité reste généralisée et la corruption reste institutionnalisée, alors moi je me pose la question, par quel miracle est-ce que mon pays, qui est la République démocratique du Congo, pourrait devenir ou jouer un rôle crucial de centre de rayonnement ou d'État-nation, de locomotive dite city-train. On peut bien rêver que notre pays soit bien placé pour le devenir ou l'être, mais l'éradication de ces contextes-là que je viens de vous citer tout à l'heure s'impose à tout point de vue. L'éradication de ces contextes-là, les contextes de guerre, les contextes d'occupation, les contextes ainsi de suite, comme vous les dites. Imaginez seulement si la capitale de l'Afrique était la République démocratique du Congo, en reliant l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il adviendra de l'économie africaine dans les 10 ans ou dans les 5 ans qui vont venir, ou de l'immigration africaine? Malgré qu'il peut y avoir ou qu'il peut surgir certains risques colossaux à prendre, mais il y a un adage qui dit toujours: qui ne risque rien n'a rien. Il faut le faire, tenter toujours sa chance, car la ville de Lubumbashi ne s'est pas bâtie en un jour. Il en est de même de la ville de Kalemi, de Bandundu-Ville. Au jour d'aujourd'hui, cela requiert du temps et de l'espace. Il en est de même pour donner à la République démocratique du Congo, mon pays, cette place cruciale-là, en vue de l'élever, au niveau d'élever l'Afrique entière. Tout passe par elle. Elle représente le poumon, le thermomètre, la température de l'Afrique tout entière. Nous devons et nous avons tout intérêt de stabiliser et de rétablir la paix dans ce coin du monde. Sinon, c'est toute l'Afrique qui en souffre. C'est toute l'Afrique qui en souffre, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Car la démocratisation de l'Afrique passera ou passe impérativement par celle du Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo. Le Congo est le moteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Afrique entière. Une voiture ne peut pas marcher sans moteur. Tous les regards et tous les yeux du monde sont braqués, en tout cas, vers le Congo de Kinshasa. Et ce que nous voulons voir, c'est un Congo libre, un Congo prospère, un Congo libre, comme je vous l'ai dit là. Sans la liberté, c'est vraiment difficile, on ne peut rien faire. Quand on est occupé, comment on peut faire des histoires? La solidarité africaine, qui est le panafricanisme, doit pouvoir passer d'abord par le Congo, et nous voulons un Congo libre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le Congo libre s'entend d'abord par le déguerpissement et le dégagement impératif de la Kabylie et consorts. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, elle a pollué l'environnement congolais, cette Kabylie-là. Elle a vraiment pollué l'environnement congolais. D'où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la démocratisation ou le Congo libre s'entend d'abord par le déguerpissement et le dégagement donc impératif de la Kabylie, qui a vraiment tout ruiné, qui nous a amené tout ce que nous avons comme problème au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, en bref, moi tout ce que j'allais juste vous dire pour cette journée d'aujourd'hui, que les conditions existentielles de notre peuple sont en danger, sont en menace. Voilà pourquoi nous devons faire un effort d'éradiquer ces contextes-là dans notre pays. Le contexte de sous-tutelle de l'ONU, les contextes d'occupation et les contextes de conflits armés, les conflits fonciers, et ainsi de suite. Si nous ne faisons pas un effort d'éradiquer ces contextes-là, en avant-garde, je ne sais pas par quel miracle que nous pouvons faire, quel miracle est-ce que nous allons faire
pour redonner notre pays, afin qu'il puisse redevenir le centre de départ, le rayonnement de l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui, que les conditions existentielles de notre peuple sont en danger et que nous devons nous élever, nous, en tant que leaders, partout où que nous soyons, nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser, nous devons vraiment exhorter tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, où qu'ils vivent, de pouvoir faire un effort afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour trouver une solution définitive, une résolution définitive pour en finir avec ce régime moribond qu'on appelle la Kabylie. Parce que ça n'est de trop, ça n'est vraiment de trop. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que je n'ai pas beaucoup à dire, mais compte tenu des messages que j'ai reçus, que vous avez écrits, que vous avez dit que non, essayez un peu d'insister concernant les thèmes que vous avez développés au niveau de votre réseau, de votre chaîne la fois dernière. Voilà pourquoi je me suis dépassé aujourd'hui. Afin que je puisse venir aujourd'hui pour vous dire que les conditions existentielles du peuple congolais sont menacées. Les conditions existentielles du peuple congolais sont menacées. Ils sont menacés pourquoi? Parce qu'il y a le génocide qui se passe au Congo et personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi personne ne veut en parler? Parce qu'il y a le génocide qui se passe maintenant à travers tout le pays. À travers tout le pays. Ce n'est pas seulement l'Est qui en subissait, mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Kasaï, et vous voyez ce qui se passe un peu dans le Katanga, et un peu partout. Donc, on peut dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Le peuple congolais n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà pourquoi il est vraiment important que nous puissions faire un effort. Nous puissions faire un effort de mobiliser, de sensibiliser tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent comprendre que nos conditions d'existence sont menacées partout où que nous soyons. Si nous ne nous battons pas pour notre pays, il n'y a personne d'autre qui viendra pour se battre pour notre pays. Et il y a le génocide qui se passe dans notre pays. Il y a le génocide qui se passe dans notre pays. Si nous regardons donc la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, affirme que dans cette convention-là, comme je vous l'ai dit, le génocide s'entend par de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Point A. Meurtre de membres du groupe. Point B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Donc, il y a d'abord de meurtre de groupe, ça c'est A. B. Atteinte grave. Donc, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de leur groupe. Et ce qui est très très important, le point que moi j'insiste beaucoup tous les jours, c'est quoi? Le point C. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et le point 2, mesures visant à entraver les naissances au sein des groupes. Et point E, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Mais c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'était quoi? C'est le point C qui dit que c'est la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Si nous voyons ce qui se passe dans notre pays, les conditions existentielles de notre peuple sont menacées. Les conditions sont menacées. Ce sont des conditions vraiment pénibles. Les gens sont impayés, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a plus d'école, il n'y a plus du travail, il n'y a plus rien. Alors, vous ne voyez pas que les conditions, il y a l'économie est par terre, je ne sais pas quoi dire. Et dans tout ça, vous voulez qu'on puisse claquer les mains comme ça. Non. Voilà pourquoi nous devons mobiliser tous nos compatriotes, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent s'élever et que nous puissions tourner la page sombre de la Kabylie et de ce régime qui a vraiment fait la honte de notre pays. Donc c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Partout où que vous soyez, je crois que vous avez reçu ce message et vous avez enregistré cela.
Et je vous exhorte en tout cas de passer le message à votre voisin, à votre compatriote, où que vous soyez, que nos conditions sont à menace. Nous devons nous dépasser, nous devons faire un effort pour que nous puissions en tout cas faire en sorte que nos conditions ou les conditions de nos enfants, des enfants de nos enfants puissent être meilleures de jour en jour, de génération en génération. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre rubrique, toujours à partir de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, j'aimerais en ce jour profiter, parce que nous sommes en pleine campagne électorale au Congo, dans notre pays d'origine, raison pour laquelle j'aimerais en profiter pour lancer l'opération Leave the Congo and the Congolese people claim their country back into their hands. Face au mauvais traitement dégradant et inhumain infligé aux ressortissants congolais de la République démocratique du Congo qui résident à l'étranger de leur pays d'origine, le MP de la communauté congolaise de la diaspora vient de lancer la campagne ou mieux l'opération Laisser le Congo et les Congolais revendiquer leur pays afin que le pays revienne entre leurs mains et jouisse naturellement et pleinement des ressources de leur terre. En version anglaise, Leave the Congo and the Congolese people claim their country back into their hands. De partout le monde, la diaspora congolaise, ou mieux, les ressortissants congolais vivant à l'étranger, est appelée de venir en aide aux nombreux compatriotes qui sont victimes d'expulsions collectives excessives, aggravantes et accablantes dans les pays voisins, dits aussi pays frontaliers, qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui démunis, bredouilles, sans ressources naturelles, alors que la RDC regorge des minéraux pouvant permettre à sa population de pallier à toutes ses nécessités, comme le stipule l'article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques comme suit. Tous les peuples ont droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, le peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Tala likanisi wana campagne wana na lancé na mokolo mwa lelo batika Congo mboka wana ezali ya bakongole bango moko basimba mboka na bango po bango pe ba bénéficier na nkita ya mboka na bango po jusqu'à présent nkita wana ezo bénéficier na ba mboka te ezali ko bénéficier na bakongole te. Talatina oyo tozali na retard ya démocratisation na mboka wana continuellement. Donc c'est voulu. Si dans les années florissantes de la zaïrianisation, le Zaïre de l'époque d'alors, tout au début des années 1973 et 1974, jusque dans les années 80, était considéré comme un pays bien sécurisé avec des cartes d'identité dites Maya Pondu,
Aujourd'hui, faut de faire mieux et de faire sens commun avec l'infiltration des armées étrangères au pouvoir lors de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila aux affaires. La RDC ainsi que de la RDC, ainsi que la visée de ces derniers qui étaient venus dans nos pays seulement pour instaurer leur population, pour dépeupler nos populations et peupler leur population pour avoir la même mise sur nos richesses. Donc, je disais, et cela à travers les multinationales qui ont occasionné ces politiques-là de dépeuplement de nos populations, ainsi que l'hypocrisie des dirigeants clandestins à supporter et à alimenter les groupes armés à l'est du pays en vue de maintenir les états de guerre et d'insécurité, des circonstances confuses où personne ne connaît personne, où la guerre multiforme engendre un affaiblissement total des institutions classiques d'intégration comme la société congolaise, l'église congolaise, la famille congolaise, le travail ainsi que l'État congolais, et des violations massives des droits de l'homme, notamment la liberté des pensées et d'actions susceptibles d'amener du sens au changement ainsi qu'aux mutations qui s'opèrent à travers le monde entier. La réalité avec la mondialisation impose à la République démocratique du Congo et aux Congolais un changement de rythme, de cadence et du temps. Par manque de réformes et de suivi, la société congolaise avance à plusieurs vitesses sans mécanisme régulateur pouvant assurer l'embrayage de ces forces novatrices diverses qui actuellement vont chacune leur route, leur itinéraire, faute d'un contrôle ou d'un audit interne adéquat. C'est donc la paralysie et la dislocation qui menacent au plus haut point. Les Congolais ne savent plus dans quelle époque et dans quel temps ils se retrouvent, car étant en perte de repères et de points de convergence, c'est-à-dire comme si pour eux, rien n'a existé avant. Donc, à première vue, les Congolais sont en panne d'historicité, comme pour dire que le siècle passé sous le joug des colons belges ne leur disent rien et que tout ce que nos ancêtres et nos prophètes d'antan ont enduré comme souffrance et sacrifice ne représente rien à leurs yeux. Alors que le monde évolue, quoi de plus normal à un peuple mûr et averti de continuer à revendiquer le respect de ses droits les plus fondamentaux, comme l'indique notamment la déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée en septembre 2007, qui dispose: les peuples autochtones doivent disposer de véritables moyens de contrôle sur leur existence, de préserver leur spécificité et identité culturelle, de vivre à l'abri des discriminations et des menaces de génocide. De menaces de génocide. Nous devons vivre à l'abri de ça. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Nous sommes à la merci des différents crimes. Crimes contre l'humanité, crimes d'apartheid qui se déroulent seulement sur notre territoire. Crimes de guerre. Ça se déroule seulement sur notre territoire. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous sommes exposés actuellement. Et c'est très grave. Donc jadis, pour me répéter, la déclaration sur le droit du peuple autochtone adoptée en septembre 2007 qui dispose de ce qui suit: le peuple autochtone doit disposer de véritables moyens de contrôle sur leur existence, de préserver leur spécificité et identité culturelle, de vivre à l'abri des discriminations et des menaces de génocide et d'avoir un accès protégé aux terres
et aux ressources naturelles, qui du reste sont essentielles pour leur bien-être et leur survie, ainsi que les articles 22 à 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 septembre 1948, qui dispose de ce qui suit. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays, c'est-à-dire la société dans laquelle tu vis doit t'aider à profiter de tous les avantages culturels, travail, protection sociale qui te sont offerts ainsi qu'à tous les hommes et femmes et membres de ta famille, de ton pays, et à les développer. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Nous ne sommes même pas protégés. En chômage depuis de longues années, on n'est même pas payé, on n'est même pas protégé. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tous les autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. C'est-à-dire, tu as le droit de travailler, donc le droit de travailler, de choisir librement ton travail, d'avoir un salaire suffisant pour vivre et faire vivre ta famille. Si un homme et une femme font le même travail, ils doivent gagner autant. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Oh, parce que c'est une femme et toi tu es un homme, il doit y avoir des différences de salaire. Non. Tout doit être uniforme. Tous ceux qui travaillent ont le droit de se regrouper pour défendre leurs intérêts. C'est leur droit, c'est votre droit. Quand vous travaillez, vous devez former des syndicats et défendre vos droits. Toute personne a droit au repos et au loisir, notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés périodiques. C'est-à-dire, la durée du travail de chaque jour ne doit pas être trop longue, car chacun a le droit de se reposer et doit pouvoir prendre régulièrement des vacances qui lui sont payées. Ces vacances doivent être payées. Qu'on ne vous gobe pas vos argents là, vous allez travailler, vous êtes en vacances, on ne veut pas vous payer. Ces genres des employeurs, il faut les dénoncer. Il ne faut pas les laisser comme ça. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, pour l'habillement, pour le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite des circonstances indépendantes de sa volonté. Donc la maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Donc, une personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique dont il est l'auteur et qui viennent de détailler les droits économiques, sociaux et culturels pour lutter contre la pauvreté au nom du droit à la dignité. Pour lutter contre la pauvreté, c'est ça. Il nous faut chasser la pauvreté loin de nous. Il ne faut pas permettre à ce que les gens puissent vous maintenir dans la pauvreté. Non, il faut les chasser eux et la pauvreté loin de vous. Partant de là, les Congolais sont également en panne d'initiative. C'est-à-dire la difficulté pour les Congolais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de se projeter dans l'avenir et d'essayer de s'y situer et de s'identifier encore de manière soutenable et soutenue. Que des slogans pour des slogans décrivant le changement à venir comme apporteur d'espoir, alors que rien n'est assuré et rien n'est fait pour changer la situation. Enfin, les Congolais se retrouvent de nouveau en panne de la synchronie, c'est-à-dire que vu la crise qui frappe la société, l'Église, la famille, le travail, l'État lui-même et les autres institutions symboliques qui, auparavant, dans les années 1960-1970, jouaient de plus en plus un rôle capital et crucial d'intégration, de mélange, d'assemblage et de vrai brassage des différents personnages au sein de la société, parce que des missionnaires, tous au jour d'aujourd'hui, à pouvoir préserver et pérenniser leur vocation, qui se veulent responsables d'enseigner et de prêcher la solidarité, la convivialité, la paix, la sécurité, la prévention et autres. Les Congolais appelés autrement ayant cause même des ressources naturelles de leur pays, la République démocratique du Congo se voit victime d'arriérés de croissance, de développement, d'abri, de protection, de liberté, de démocratisation, de renouvellement, de nouveauté, d'historicité, d'initiative, de synchronie, etc., j'en passe. La souveraineté résidant dans le peuple, dit peuple Mokonzi, étant une et indivisible, imprescriptible et inaliénable, requiert à tous les Congolais de recourir sans plus tarder à leurs droits de soulèvement populaire, comme le disposent si bien les articles 33 et 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1973, qui stipule: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection et la désobéissance civile sont pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, et que la résistance à l'oppression et à la menace de balkanisation sont les conséquences des autres droits de l'homme. D'où, chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructive du but qu'il établit, à savoir, des gouvernants sont établis parmi les hommes détenant leur pouvoir légitime du consentement de les gouverner, donc le peuple a le droit et devrait avoir le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement plus soucieux de ses nécessités. C'est clair et net. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en marge de la société, dans des arriérés de démocratisation, des arriérés de tout genre. Il nous faut changer, il nous faut remédier à tout ça. Et c'est à vous, peuple congolais, voilà pourquoi je lance à partir d'aujourd'hui la campagne Leave the Congo to the Congolese people to claim back their country into their hands in order for them to carry on to do what is useful for them to develop their country. They cannot be allowed or continue to live in poverty, to live without any money, without any resources. That's why I'm appealing to my people to stand against those who are trying to
stay in power by force, to stick into the power by force, in violation of the constitution. That's why I'm telling them, you have the right to remain, to stand and to say enough is enough. We need a change in our country. Thank you very much.